Puis on va peut-être éviter de dire dans le podcast que j'ai regardé Le Tron. On a hésité à sélectionner Le Parce Tron qu'en pour le fait, je podcast. réalise que je connais par cœur ce film et ça me fait vraiment poser des questions sur ma vie. Et je peux comprendre. Moi, ça me fait poser des questions sur la santé mentale de Carl Zero qui a réalisé le film, mais Bon, c'était voilà. incroyable. Moi, Ah j'en oui, avais entendu parler Jean-Luc de Reichmann réputation. en homme trombite. Exactement, Johnny Crashman en homme trombite. Mais moi, j'en avais entendu parler comme d'un film, comme d'un AV, quoi, comme d'un film raté. Mais je savais pas que c'était complètement barré comme ça, Ah, mais quoi. c'est ça, c'est que c'est pas juste un film navet raté, c'est quand il arrive en Marguerite Duras, l'amant de la Chine du Nord, l'amant à la pine de porc. Puis aussi, accessoirement, quand Jean-Luc Godin est mort, la première image qui m'est devenue en tête, c'est l'imitation de Carl Carl Zero. Zero. Oh, le tronc! Ah non, mais c'est dingue. Donc voilà, ça a été vraiment ma seule pensée, c'était... voilà. Mais c'est une expérience unique pour un pour un spectateur. Bienvenue dans Bizarroïde. Dans cet épisode, je reçois Ikikomori, chanteuse invocatrice et vocifératrice du groupe Bad Trip, qui hante les scènes rock françaises depuis bientôt 2 décennies. Non content d'entremêler les différents types de musique métal, Bad Trip s'amuse par la même occasion à ponctuer ses chansons et ses clips de références au cinéma d'horreur et aux bizarreries filmiques en tout genre. Un vortex de chefs-d'œuvre subversifs et de nanars régressifs qui m'a convaincu d'inviter Ikikomori à nous faire découvrir ou redécouvrir 3 films fascinants, étranges, inclassables, bizarroïdes. 小氣啦柒咯，做個試驗先啦。咩事？試下你合唔合格咯，攞隻子宮嚟啊！子宮？子宮啊嘛。Bonsoir Ikikomori. Bonsoir. Alors dans le podcast, on va suivre une trajectoire un peu particulière, c'est-à-dire qu'on va remonter le temps. On va commencer par le film le plus récent, donc on va partir de 1995, on va faire une escale en 1993 pour finir en 1972. Alors le premier film dont on va parler, on peut dire qu'il appartient à un double programme que tu as choisi pour ce podcast sur les catégories 3, les films de catégorie 3 du cinéma hongkongais. Et le premier film qu'on traite, c'est Trilogy of Lust 2, Portrait of a Sex Killer, réalisé par Joe Ishimura et Judy Lee. En fait, je pense que c'est Julie Lewa-Yuet. En fait, c'est l'actrice principale et aussi réalisatrice. Et je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait un... C'est peut-être possible qu'il y ait un co-réalisateur, Ouais, il y a mais un c'est vraiment co-réalisateur son crédité. projet à elle. C'est aussi absurde, ça s'appelle Trilogy of Lust alors qu'il y a que 2 films. Mais bon. Ouais, bah il a dû avoir un troisième qui est tombé à l'eau. T'as vu le premier film d'ailleurs avant qu'on parle de celui-ci? T'as vu le Alors oui, premier? mais alors en fait oui, je l'ai vu, mais après, parce qu'en fait ce Trilogy of Lost 2, ça a marqué mon entrée dans la catégorie 3. Mon conjoint est passionné de cinéma hongkongais, et en fait il est tombé sur Trilogy of Lost 2 sur un site porno. Et comme il sait que j'aime bien les bizarreries cinématographiques, il m'a dit j'ai vu un truc, faut absolument que je te montre. Je l'ai vu il y a ouais, environ 13 ou 14 ans. En fait c'est un film sexy, sanglant, avec un tueur en série, sauf que le tueur en série est une tueuse en série, extrêmement perturbée mentalement, enfin le mot est faible, avec des scènes d'un glauque glaçant et des scènes d'une absurdité Et la Sante aussi. débile en fait, ou sidérante. En fait, le cinéma, pour expliquer, pour les auditeurs qui ne connaissent pas le terme catégorie 3, en gros, pour résumer très grossièrement, sont les films hongkongais. C'est une catégorie, en fait, c'est en gros les films hongkongais interdits aux moins de 18 ans. C'est pas forcément du porno, même si je pense que des fois, pour certains que j'ai vus, je pense qu'il y a eu des trucs non simulés. Et c'est très gore, très sanglant, c'est de très mauvais goût, il y a aucun respect pour rien, à commencer par la nature humaine. C'est l'un des plus connus, c'est Ebola Syndrome. Je pense qu'il est peut-être le plus connu, un des plus Oui, connus. je pense, oui. Avec Pour le public français en tout cas, oui. Trilogy of Lost, je crois, il n'y a pas de sortie en DVD ni rien. Enfin, et oui, j'avais vu le premier qui, en fait, j'avais lu des critiques qui disaient qu'il était genre vachement fade par rapport au deuxième. Bon, perso, je trouve que se faire fister sur une falaise jusqu'au sang par un bras entier, alors qu'il y a l'hymne national russe en musique de fond, moi, je trouvais que c'était pas spécialement fade. Non, Je trouve c'est que les gens, ils
ils étaient un peu sévères avec le premier. Mais c'est vrai qu'il atteint pas le degré de folie donc du Trilogy of Lost 2, donc qui est interprété donc par Julie Lee Rayet, qui se faisait appeler aussi Julie Riva, qui est une actrice qui a énormément tourné. C'est un peu un visage récurrent dans les catégories 3. Et donc Trilogy of Lost 2, c'est un film absolument putassier. C'est comme dans The Wayne's World quand ils mettent gratuitous sex scene. Et bah là c'est non-stop. Mais il y a même genre elle va prendre le bus à poil et faire renifler sa culotte à des gens random, des trucs comme ça. Et des scènes de meurtre absolument absurdes et extrêmement imaginatives, mais à un point où c'est burlesque. Et un fond de tristesse. De Parce mélancolie. que on devine, enfin, la réalisatrice, même s'il y a des scènes qui sont, mais, enfin, moi j'ai énormément ri devant ce film. Je sais pas, il y a un gars qui, par exemple, se masturbe et qui mange sa cravate en même temps. Enfin, des scènes de cul dans une usine de poupées parmi les poupées, alors que les poupées sont absolument hideuses, que genre, la pièce est toute petite, n'importe qui peut les entendre. Mais à côté de ça, il y a des choses d'une tristesse assez désarmante. Et donc, son personnage de tueuse en série, en fait, qui est une femme extrêmement perturbée parce qu'elle a été violée dans son enfance. Il y a un flashback sur le... Je spoil un peu, mais de toute façon, il faut voir le truc pour le croire. Julie Liua, elle a une quarantaine d'années et elle se joue en écolière. Ouais. Et mais donc ouais, ça fait les couettes et tout comme dans un mauvais boulard. Donc il y a vraiment des choses, c'est à la fois parfaitement dégueulasse, putassier, tragique et complètement con. Et la fin du film que je vais pas spoiler, enfin le film finit d'une manière tragique dans une scène, surtout quand on est une femme qui peut évoquer vraiment enfin, des pires cauchemars quoi et qui prend un tournant complètement farfelu tout en restant d'un sordide, d'un tragique absolu. Comme je le dis, il faut vraiment voir ce film pour le croire. C'est pas juste un film avec une nana tueuse en série, femme fatale. Il y a par exemple un moment un meurtre qui est présenté comme une recette de cuisine. Moi, je trouve ça enfin, assez génial. Et cette réalisatrice qui donc a voulu faire donc une trilogy of Lust, donc il y a le premier dont j'ai un petit peu parlé, celui-ci, mais il y a pas de trois. Et suite à ce film, je pense pas que ça a eu un énorme succès au box-office, elle a littéralement disparu. Moi, j'ai beaucoup cherché sur Internet pour voir qu'est-ce qu'elle devenait. Et je crois que j'ai trouvé genre un petit film policier, mais limite un direct ou vidéo, genre The Cat Ghost ou un truc comme ça, où elle joue une policière un peu hard-boiled, enfin une sorte de Chuck Norriserie au féminin, et plus rien. Et cette femme, je la trouve vraiment fascinante parce que son trilogy of Lust, elle y a mis mais toute son âme, toute sa thune, tout son cœur, son cul, ses seins. Puis, C'est un peu la Ariel Dombal hongkongaise, on peut dire. Ah non! Moi, j'allais dire c'est la Jean-Louis Coste, Hong Kong. Oui, c'est pas faux. Et Ah ouais, plus c'est parce vrai. qu'Ariel Dombal, il y a quand même vraiment ce côté je me kiffe. Alors, Ariel Dombal, il y a une part de moi qui n'arrive pas à la trouver antipathique, hein. Oui, moi non plus. Je sais pas, il y a un côté, j'arrive pas à la détester. Mais je suis désolée. C'est comme ça, chacun ses points faibles. Mais non, c'est vraiment un côté Jean-Louis Coste, c'est je veux raconter des choses et je mets mon corps en scène en tant que performeuse parce qu'elle fait des trucs qui sont quand même... on sent qu'elle se trouve bien gaulée et elle l'est. Mais vraiment, elle met son corps, son corps et son cœur à l'ouvrage. Et il Ouais. y a ça qui me touche beaucoup. Même si, bon, bah, dans le film, elle tue quelqu'un en mettant un poulpe sur sa bite. J'ai toujours pas compris. Mais bon, j'ai une tendresse infinie pour cet objet cinématographique non identifié. Ouais, ben je comprends. C'est vrai que c'est un film intéressant. Déjà, comme tu dis, par rapport à la personnalité de cette réalisatrice, qui est créditée donc actrice principale, direction artistique, scénario. Elle a au moins 4 ou 5 postes différents au générique de fin. Donc on voit que c'est avant tout une œuvre très très personnelle. Alors, comme je te disais, oui, il y a un co-réalisateur qui est crédité qui D'accord. s'appelle Joe Ishimura. Alors, j'extrapole peut-être un peu, mais comme il a un nom japonais et que là on est à Hong Kong, je me demande si c'est pas quelqu'un qui a été formé à la Nikatsu, tu sais, la firme la Oui, Nikatsu la femme qui japonaise. faisait les Pinkwaiga. Exactement, C'est dans les années. possible, mais c'est tellement plus sale qu'un Pinkwaiga. Enfin, je sais pas, parce qu'il y a quand même pas l'élégance, on va dire, de la Nikatsu. Enfin, je saurais pas. Oui, la Nikatsu, en plus, là, on est sur le déclin des Nikatsu, c'est surtout les années 70, Oui. 80, début 90 encore, mais là, on est en 95. Mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de, t'as évoqué le mot porno, pour décrire la catégorie 3 du porno, de la violence, parfois même quelque chose qui touche carrément à l'horreur, en fait, hein. C'est des films de séquences, en fait, c'est pas des films qui sont construits sur une intrigue vraiment cohérente, c'est des séquences. Tel moment, entre la 10e et la 20e minute, il faut mettre ça. Entre la 20e et la 30e, il faut mettre telle scène sexy, telle scène violente, telle scène perturbante et compagnie, et c'est un peu sur un rythme un peu comme ça métronomique, comme on construit un porno, comme on construit un film gore, sans trop se soucier d'une intrigue en fait. T'as un peu ça quand même dans la Nikatsu, peut-être des intrigues sentimentales peut-être un petit peu plus
élaboré, mais t'as aussi ce côté comment on va construire une scène et quelle esthétique on va lui donner, comment ça va être une petite capsule à l'intérieur du film que tu peux presque revoir séparément. Moi, je trouve que c'est un film qui est assez intéressant sur le plan graphique. Quand ça commence, tu sais, t'as ce couple qui fait l'amour en extérieur de nuit dans une espèce de parc ou de fond de jardin, enfin on sait pas trop. Et tu les vois, tu sais, il y a ces corps très livides dans la nuit, Oui. ils tombent dans une espèce de flaque ou de mare, enfin tu vois, et ils sont à la fois dans une eau un peu sale, un peu boueuse, des images très contrastées entre l'obscurité et les corps qui sont ouais assez livides. Et je trouve que c'est assez intéressant graphiquement. Déjà, ça t'interpelle que le film commence comme ça avec une musique très étrange. Il y a une musique avec des percussions. Ça a un côté un peu primitif. J'ai l'impression que c'est un rituel. Un rituel, exactement. La C'est musique, extrêmement, on va dire qu'on dirait qu'il va y avoir la parade prénuptiale avant le sacrifice. C'est très c'est étrange. exactement. En fait, il y a un truc bizarre, très bizarrement onirique. Après, le film, alors, est très perturbant parce qu'après, on retombe sur quelque chose de très, comment dire, à la fois très naïf et très méchant. Les scènes qui se passent dans le bureau, dans le monde de l'entreprise, on a l'impression qu'on est chez AB Productions. Je suis désolé, c'est pas pour être Ah oui, oui, méprisant oui, envers le film. complètement. C'est absurde. C'est vraiment, Les dialogues c'est sont la méchante boss qui exactement. persécute la petite mignonne. Il y a leur petite histoire d'amour et de cul, quoi. Très bébête, quoi, en fait. Complètement. Et en même temps, il y a quelque chose de très méchant qui va assez loin dans une espèce de mélange entre du sadisme et de la complaisance pour ce que ça te montre. Et donc, c'est très étonnant parce que tu vois les 5-10 premières minutes du film, tu dis ok, donc on est sur un truc qui est très esthétique comme ça, très chiadé et comme tu dis onirique. Et puis après, on bascule dans un autre ton, dans de la comédie, dans du grotesque, qui est vraiment le mot qui, je pense, convient le mieux à ces films de catégorie 3 dont on va parler ce soir. C'est du grotesque, en fait, c'est des traits poussés jusqu'à la bouffonnerie, des jeux de comédiens en roue libre. C'est vraiment, voilà, forcer le trait jusqu'à basculer dans quelque chose que le spectateur ne va plus accepter du tout. Ça joue vraiment sur le fait qu'on va trouver les films abjects. J'aurais dû commencer d'ailleurs l'épisode comme ça, mais ce film-là et le suivant, c'est quand même des films qui sont particulièrement trash. Donc je préviens quand même le public qui a... Ah oui, qui trigger a- warning, Ah oui, désolé. trigger warning, parce que dans les précédents épisodes, on a parlé assez librement de sexe, de drogue, de violence psychologique ou physique, mais là, on passe quand même un cap, là, on est vraiment, le, C'est la le- pause finale, hein, je pense. Hein. ouais, je pense que c'est le terminus, là, vraiment. Donc voilà, je tiens quand même à prévenir les oreilles sensibles. Voilà, donc c'est assez fou, parce que moi, j'ai pas vu beaucoup de catégorie 3, en fait, à part Ebola Syndrome, qui effectivement est un petit peu l'arbre qui cache la forêt en France, du catégorie 3, c'est surtout Ebola Syndrome que les cinéphiles un petit peu déviants se passaient sous le manteau, la VHS dans les années 90, et Apparemment, il était même. J'écoutais un podcast qui s'appelle Nanarologie et au fait, apparemment, il y avait quelqu'un de l'équipe qui l'avait eu en DVD offert avec Mad Movies. mais c'est un film qui est assez. Il repasse en festival maintenant. Je sais pas s'il est pas sur Filmo TV, enfin Filmo, la plateforme Filmo en Alors, ce moment. ou sur Filmo Shadows, il y a Run and Kill en ce moment aussi. Ouais. Bah, du coup, au final, on va parler de plein d'autres films. En fait, on va pas parler que de trois. The Untold Story, le film que je cherchais tout à The l'heure. Untold Story, ouais. Et il y a une Ouais. scène, je me rappelle, avec des enfants. Je me rappelle, je me disais, mais il y a des gens qui trouvent que aller Joel Osmond dans Sixième Sens, meilleur acteur enfant au monde, je fais, mais non, mais non, tu prends n'importe quelle catégorie 3 les enfants, là, ils sont bluffants. Après, c'était peut-être des enfants qui étaient réellement pris en otage et qui ont été abattus aussi. Peut-être, ou des adultes de petite taille très bien maquillés aussi. Parce que franchement, le film m'avait glacé. Il y a une scène de prise d'otage d'enfants qui sont en larmes et tout, et c'est éprouvant à regarder alors qu'on a eu de l'humour poète-poète avant. Bah oui, c'est On ça a qui est eu du très étonnant. Action asiatique juste avant, quoi. Mais c'est très étonnant, les catégories 3, c'est vraiment sur des ruptures de ton constantes, quoi. Où la légèreté la plus consternante côtoie une gravité sans fond, quoi. Là, on a vraiment l'impression, pour ce que veut faire Julie Lee dans ce film, c'est vraiment une sorte de film vraiment testament d'une certaine façon. Ouais, c'est un film, c'est une œuvre terminale. Je balance tout ce que j'ai Il y sur a le même eu des cœur. rumeurs comme quoi elle s'était suicidée après le film. Ouais, ça fait presque lettre de suicider ce film, hein, presque Il y a quelque chose manifeste. d'extrêmement, vraiment marquant sur plein d'aspects. Je me débarrasse de tout ce que j'ai au fond de moi, ce que vous allez trouver de plus ridicule, ce que vous allez trouver de plus horrible, ce que vous allez trouver de plus touchant aussi. Je balance tout avant de partir, quoi. On a vraiment cette impression-là, c'est assez troublant en fait. Donc oui, il y a forcément une part d'impudeur complète dans ce film qu'il faut Ah, accepter aussi. elle se livre à 100%, mais elle se montre aussi dans des positions extrêmement ridicules. Mais pour ce qui est de la pornographie, je trouve qu'elle se débrouille très bien, elle et son co-réalisateur. Je trouve que le porno est assez bien géré dans le film. Je trouve qu'il y a des efforts de réal pour filmer tout ça. En fait, le seul truc qui est dérangeant dans le film, je trouve que c'est la façon dont jouent les acteurs à certains moments.
moments. Là, pour le coup, tu parlais de sexe non simulé sur d'autres films. Là, on est clairement sur du sexe simulé et très mal simulé. À moins que les mecs aient des bites de 40 centimètres, c'est pas possible de faire des Non, non, mouvements non, non, mais il de y a des bassin comme acteurs, comme ça. tu disais, il y a du AB Production, hein, on va pas se mentir, hein. C'est incroyable, les coups de bassin qu'il donne, tu te dis, il y a un moment, il y a un mec, il est par-dessus la fille, et il dit, mais là, là c'est le nombril, là, t'es au nombril, là, t'es Ah pas, oui, non, mais là, c'est même dans t'es des, 20 centimètres même plus. dans des films de dimanche soir, même un ado qui était devant M6 le dimanche soir à une certaine période, il aurait fait What? Ouais, Mais non! c'est voilà. Donc le jeu des acteurs et les gémissements qui poussent et tout ça, c'est complètement vraiment risible. Mais sinon, l'esthétique, la façon dont elle va déployer différentes esthétiques, un catalogue de pulsions et de vices sadomasochistes, de domination, de fétichisme très très étrange, basé sur des choses très très particulières. Je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que tu vois la scène dans le motel avec cette lumière très rose, avec des vêtements, tu vois, en sky, en latex, Puis des une vêtements. esthétique assez cliché SM, hein. Ouais, Le sex shop, on va dire. ouais, et puis tu sais, des vêtements argentés comme ça te fait penser à Gregory Dark ou à Andrew Blake qui était dans le porno américain à la même époque. C'est vraiment cette esthétique complètement cliché, comme tu dis. Et voilà, et donc les scènes sont prétextes à différentes textures, à différents éclairages. Et je trouve que c'est quand même, si on vient voir cet érotisme-là, pour le coup, c'est plutôt soigné et c'est relativement créatif quand même. J'aimerais bien qu'un jour un éditeur se penche en fait sur le diptyque Trilogy of Lust, mais surtout sur celui-ci, parce que là, je pense que tu as dû le voir un peu comme moi dans une qualité Ah oui, bah, sur un site qui commence par X. extrêmement granuleuse, Ouais. mais j'aimerais bien le voir dans une bonne qualité. La folie du truc, je pense que ce sera peut-être encore plus impressionnant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai parce que là, du coup, ça avilit un petit peu le film de ce côté très craspec, très granuleux de la copie qu'on a sur Internet, quoi. Et puis que sur le fait qu'on est sur un site porno en le regardant, quoi. Mais peut-être que c'est pas le film catégorie 3 qui se prête le plus à ce côté, justement, ouais, rugueux, craspec, comme ça, et comment dire, qui te paraît être une œuvre qu'on te passe en contrebande, quoi. 嗱，個兇手就係咁樣由個窗口嗰度擒咗入嚟啦。奇哥啊，窗有窗，手點入嚟啊？唉，你唔好理啲小節住先啦，我哋處理咗啲大方向先啦。哎呀，哎呀，你冇事啊嘛？唉，冇事，我點會有事啫？嗱，個兇手就係咁樣由個窗口嗰度搭咗入嚟先俾個女仔發覺噶嘛。你估世界上個個好似我咁好身手嘅咩？我估唔到喎。喂，嗱，你而家擰轉面，慢慢擰個頭過嚟。係啦，就係咁樣啦。好啦，你而家見到兇手啦。喂喂喂，咁見到兇手跟住點啊？ Donc on va passer à Daughter of Darkness. Daughter of Darkness, qui date de 1993, réalisé par Ivan Lai ou Kang Min Lai, selon si on occidentalise son nom ou si on reste sur une formulation hongkongaise. Toi, tu l'as découvert après ou avant Trilogy of Lust? Alors bien après lui, en fait, je l'ai découvert parce que du coup, je me suis intéressée aux catégories 3 après la découverte de Trilogy of Lust, donc j'en avais maté pas mal, notamment Red to Kill, qui est avec Lily Chung, la très très belle actrice qui joue dans Daughter of Darkness. Donc j'en ai vu pas mal, ouais, de faire le fameux Untold Story, et donc je voulais commencer une collection de petit peu de catégorie 3, mais on va dire j'ai pas trop pu because money, hein. Et donc, je prends le Doctor of Darkness, parce que je vois, il y a Anthony Wong dedans, donc déjà, j'aime beaucoup Anthony Wong, donc du coup, ça m'intrigue. Et en fait, je l'ai vu qu'une fois, ce film, parce que je pense que c'est de ma vie. Je suis quelqu'un d'épouvantablement sensible. C'est un des films qui m'a fait le plus pleurer dans ma vie. Et ce film, qui est con, qui est putassier, qui est pas possible, qui a un humour, que même les Charlots auraient trouvé un peu trop bourrin, ben, il m'a terminé, les 3 dernières minutes m'ont flingué. Mais j'étais en PLS, quoi. Littéralement. Je pleurais à gros sanglots, à grosses gouttes, façon Alice au Pays des Merveilles, qui inonde sa maison. Parce que j'avais trouvé ça d'une cruauté, mais enfin, vraiment dur à encaisser. J'ai pas l'impression que ce soit considéré comme une pépite de catégorie 3 hongkongais, contrairement à Ebola Syndrome, qui est vu un petit peu comme la référence, ou The Untold Story. Ou par exemple Red to Kill, qui a une belle photographie, avec des choix esthétiques, même s'il y a un côté très très mièvre dedans qui peut être un petit peu agaçant, mais ça, c'est toujours les partis pris un peu chelous du catégorie
catégorie 3, c'est le mélange ou truc très cucul-à-praline avec du trash absolu, ou très poète-poète et atrocité. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce film d'Author of Darkness. Pour expliquer l'histoire, là aussi, on baigne dans le sordide absolu. Ça commence par une enquête policière où il y a pas de suspense, c'est pas un whodunit. On a un flic un peu fantasque, Anthony Wong. Quand je dis fantasque, c'est-à-dire par exemple, il tripote les cadavres de meufs, voilà. Parce qu'ici rigolo, elles ont des nichons au nombre de 2. Et il renifle les culottes des mortes pour deviner la date du décès. C'est ce genre de choses. Il rejoue les scènes de crime, mais vraiment, mais ça fait vraiment théâtre de boulevard. Michel Serrault-Poiret, quoi, ça a aucun sens. Il est flanqué d'une jeune recrue, toute timide et sensible. Et donc, il enquête sur un quadruple meurtre. Le meurtre d'une famille. Et très vite, bah, les soupçons vont se porter vers la fille de Oui, la famille. enfin, elle vient de dire à la police que sa famille a été tuée, oui. Voilà, et en fait, on découvre que l'arme du crime, ça ne peut être qu'un flingue utilisé par la police, et elle, la jeune femme qui vient dénoncer le crime, sort avec un policier. Donc il y a une enquête, et en fait, on découvre par flashback qu'elle était épouvantablement martyrisée par sa famille, notamment par son père, qui n'est pas son père biologique, mais ça reste des viols incestueux absolument atroces. Oui. Elle est très maltraitée par sa mère, méprisée par son frère et sa sœur, et du coup, elle va péter un plomb et massacrer tout le monde. C'est un rape and revenge, mais avec des touches de comédie, mais vraiment le fleuron de la comédie beauf française qu'il y a pu y avoir. Bon, moi, ça me fait beaucoup rire, parce qu'il y a Anthony Wong qui fait l'andouille, et moi, ça me fait rire. À côté de ça, l'actrice, qui je trouve est vraiment hyper touchante et d'une beauté. Bon, en même temps, je crois que c'était une compétitrice à Miss Univers, hein, donc c'est un peu normal qu'elle soit genre sublime. Je la trouve très mignonne, très touchante, et la fin du film, alors j'ose pas spoiler, elle est expéditive et elle est terrassante. Et en fait, comme d'un côté, il y a du cul, voilà, c'est du rape and revenge le plus putassier qui soit, c'est-à-dire on montre bien le papa ou le beau-père libidineux qui est ultra grimaçant, qui lui lèche le corps couvert de crème alors qu'elle est attachée, ce genre de choses. C'est à la fois très répugnant et très ridicule. Et puis alors la fin qui est expédiée en 3 minutes et mais ça m'a, alors qu'on s'est mangé des scènes de sexe assez tendres où elle est avec son petit ami, ça c'est pour la partie érotique sensuelle avec un jeune premier. On a une belle jeune fille en détresse et l'enquête policière d'Anthony Wong, Anthony Wong qui est voilà en mode je vais pas dire Aldo Machione mais vraiment Non, alors pour moi, c'est plus une espèce de Capitaine Marlowe, l'héroïne de France 3, oui, hongkongais en fait. C'est-à-dire qu'elle se et transforme. très libidineux Oui, aussi. c'est vrai. Mais voilà, on dirait qu'il provoque les gens autour de lui pour faire avancer l'enquête. On dirait que ça fait presque partie de son mode opératoire, la provocation. Il prend un malin plaisir aussi Il à rigole. choquer sa petite recrue. Voilà, c'est ça. Au final, il va manifester du respect envers elle, mais à la toute fin. Mais le mec, c'est un peu un gros troll en fait. Voilà, c'est ça exactement. Et il a une manière de faire avancer l'enquête parce qu'il y a des gens qui ont vu quand même un message politique dans le film en disant que c'est aussi quand même une critique du régime communiste parce que il y a des scènes d'interrogatoire où il tabasse les gens. Le film est pas très long. On se prend donc, on voit du cul, du sang, de l'humour poète-poète, une histoire d'amour un peu à l'eau de rose avec un peu de cul dedans et une fin d'une tristesse terrassante. Et c'est du coup cette espèce de montagne russe d'émotions hyper contradictoires. Ça m'a vraiment marqué alors que c'est pas le film que j'ai le plus vu. Contrairement à, par exemple, la trilogie of Lust que j'ai vu peut-être moins 5 fois, et le film dont on va parler après, qui a été une obsession, qui est une obsession de très longue date. Mais alors, c'est intéressant quand tu as listé les ingrédients du film, c'est-à-dire que c'est cette impression-là qui est assez déroutante. On a l'impression qu'ils veulent tout mettre dans le film. Il faut mettre à la fois de la comédie, de l'horreur. En fait, Il c'est faut du que Philippe Clair, mais il y avec a un- du cul et du sang. En fait, c'est le Fureur en folie, mais avec... Voilà, Mais c'est ça. en fait, voilà. C'est ça, en fait, ils font pas de choix. À la différence de Philippe Clair, c'est que Philippe Clair, il met tout dans la comédie. Il va jusqu'au bout de la comédie. Oui. Il trie pas ses gags dans la comédie. Mais là, on met tout dans le menu, si tu veux, dans la comédie, dans l'horreur, dans le. Il y a quand même une enquête policière derrière qui avance aussi, tu vois, Il y a un qui est drame construite. sentimental. Il y a un drame sentimental, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il c'est une espèce de... Tu payes ton ticket pour aller voir le film, ça dure 1 heure et demie, t'as tout ce que Et tu tout. veux, quoi. Mais alors, le truc, c'est très troublant, parce que comme tu dis, il y a des soirs où t'es disponible, t'as envie de regarder un truc léger, il y a des fois t'as envie de regarder des trucs trash, il y a des fois t'as envie de regarder un grand film, un petit film, des trucs prenants, des trucs très divertissants. Alors Là, que faut je te sais mettre... pas du tout quel mood il faut être. Et Je voilà, là, tu saurais te pas dis... conseiller. Mais comment je vais faire pour passer en 1 heure et demie par tant d'étapes différentes? Là, je suis censé voir quoi? Et c'est très troublant. Et surtout, c'est très troublant dans la structure du film. Parce qu'à la différence de Trilogy of Lust, où tu alternais les choses pendant tout le film, on a
avait un mélange de porno grotesque et de d'humour, et puis bon, peut-être c'est vrai qu'une fin qui est très trash aussi dans Trilogy of Lust, mais que tu vois un peu plus venir avec le rythme du film. Là, ce qui est très troublant, c'est qu'en fait, il y a Une vraiment un rupture de moment. ton, mais qui est choquante. Voilà, il y a une rupture de ton très claire à la moitié, grosso modo. J'ai regardé sur la barre de lecture. On est grosso modo à 45 minutes de film, au moment où on va avoir les premiers flashbacks, en fait. Alors là, pour le coup, Anthony Wong, le personnage du flic et de sa jeune recrue, s'efface. Et là, on va vraiment entrer dans quelque chose d'absolument abominable. Et tu peux plus te raccorder la comédie. C'est très étrange. Tu commences par un truc où le mec, il fait des selfies avec le cadavre. Ou, enfin, tu vois, il fait des trucs de dingue. Et là, d'un coup, on bascule dans autre chose. Donc là, c'est beaucoup plus violent, la rupture de ton. C'est pas une succession de ruptures de ton, c'est beaucoup plus net et c'est très désarmant parce que t'as vraiment l'impression presque d'avoir deux films. Mais là, ils ont quand même inséré des éléments, et ça, c'est un truc que j'ai vu qui a été reproché, qui mettent de l'humour assez balourd, parce qu'elle raconte son histoire qui est atroce. Et alors, Anthony Wong, je pense, une sorte de running gag qu'à chaque fois, il redonne des Kleenex à la petite recrue qui fait que pleurer, avec un air excédé. Il y a ce genre de truc, alors que la nana est en train de raconter qu'elle a vécu des viols à répétition, de la maltraitance extrême. Et puis, t'as des petits gags de temps en temps, c'est parsemé de petits gags pour alléger. Puis bon, comme je disais, il y a quand même les flashbacks des scènes abominables. Mais bon, le jeu d'acteur, par exemple, comme je disais, le père, c'est un peu le côté en Oui. espèce de Et puis, crapaud libidineux. ça va tellement loin, c'est tellement sans nuance du tout que ça devient, j'allais dire cartoonesque si on peut dire ça, mais tu Et vois, oui, oui, ça, en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est faut le, l'outrance. faut Et le le prendre comme cinéma, ça. la catégorie 3, c'est l'outrance à l'état Voilà. pur. Et cette outrance, en fait, quand tu finis par l'accepter, c'est à ça qu'il faut que tu te raccroches pour pas soit arrêter le film, soit Par contre, oui, il faut aimer envoyer le une lettre de genre. menace à l'équipe. Enfin, tu vois, tu peux avoir vraiment une attitude vraiment violente, de rejet violent. Et en fait, si tu acceptes cette outrance, ou justement si tu ne l'acceptes pas, et que du coup ça amenuise aussi la tension affective, la tension émotionnelle que t'as autour du film, ça permet de te mettre aussi à distance, heureusement. Mais ce qui est assez fou, c'est que comme tu dis, sur les dernières minutes du film, où on revient donc on va dire au temps présent du récit. Euh, Là, pour le coup, moi comme toi, je suis pas sorti du film en disant, ok, c'est bon, là, j'ai réussi à le mettre à distance, c'est bon, je réussis à m'en moquer et tout. Tu reviens sur quelque chose où tu te dis, parce que ce personnage-là, finalement, reste un personnage pour lequel tu as beaucoup de compassion, qui garde une certaine forme de pureté malgré Je les actes comprends qu'elle a commis. complètement, Elle est filmée comme ça, d'ailleurs, hein. c'est ça, c'est qu'en fait, que C'est, pouvait-elle faire d'autre? c'est plus qu'une victime, j'ai presque envie de dire, c'est une figure de martyr, presque. Oui. Et du coup, la fin du film, enfin, moi, je peux être en mode extrêmement premier degré, m'a été insoutenable. Et là, J'ai pas réussi à le revoir, du coup. oui, oui, c'est très étonnant parce que tu retombes là-dessus, tu dis mais là, je dois rester sur quelque chose où je me dis ok, d'accord, là c'est n'importe quoi, c'est comme tu dis le père grimaçant, les trucs qu'elle a vécu, et puis même le massacre de la famille à la fin. On est dans du film d'horreur là, clairement. Moi je trouve les éclairages là, on pourrait être dans Amityville 2, tu vois, qui est un peu sur le même principe de l'ado qui massacre sa famille, tu vois, le film de Alors, j'ai vu que le 1 de Amityville. Damiano Damiani, si je dis pas de bêtises. J'ai vu que le Enfin, 1 de Amityville, voilà, j'avoue. bah c'est la suite façon cinéma bis italien de Amityville. On est vraiment dans de l'horreur. Là, l'image devient rouge. Vraiment, c'est enfin rire sardonique et jet de sang et voilà, enfin et angle déformé, image déformée, courte focale. Enfin vraiment, ça vire au film d'horreur. Une photo qui rappellerait presque Brain Dead par exemple. Tu vois. Et on revient à quelque chose qui effectivement est très premier degré, comme si au final quand même le réalisateur et le scénariste avaient un respect, avaient un attachement sincère à leur héroïne, quoi, et qui veulent, d'une certaine façon, lui faire honneur. C'est vraiment très perturbant parce que c'est, à la fois, t'as l'impression qu'elle est jetée en pâture pour tes pulsions de spectateur, de complaisance. Alors, je sais pas si c'est un film ou sur lequel t'es censé t'exciter sexuellement sur ce film-là, parce que là, je C'est ça pense qui est qu'à part, perturbant, hein, avec le catégorie 3, c'est que il y a vraiment ce côté parfois sexy comédie qu'ils veulent faire, bah oui, tout alors que c'est atroce. là, je pense, à part, Après, c'est un peu comme les Rape and Revenge. Les Rape and Revenge, on va dire même les grands classiques, généralement, les scènes de viol sont censées faire un peu bander les messieurs, je pense. c'est ça qui est très ambigu dans le film, c'est à la Et fois, le elle Rape est and Revenge est un genre ambigu de base, je pense. t'es censé être dans quelque chose de, voilà, de condescendant, de voyeuriste, et en même temps, d'une certaine façon, t'as l'impression qu'à la fin du film, il essaie de te ramener à la réalité, et cette balle que l'on tire à la fin, qui marque le générique de fin de manière très brutale, l'impact de balle, bah, c'est comme si on te visait avec une balle comme ça, et paf, ça te fait exploser la tête, enfin, une espèce de choc thermique entre toutes les pulsions par lesquelles t'es passé, comme si ta
culpabilité remontait à la surface, comme si tes contradictions humaines remontaient à la surface en te disant, eh oui, mais cette fille, c'est une victime, c'est une martyre, et elle a été sacrifiée sur l'autel d'un cinéma d'exploitation, quoi. Tu vois, c'est presque ça que tu vois dans ce peloton d'exécution. Tu spoil. Mais Ouais, bon. oui, je spoil. Non, C'est en difficile fait, de non, pas c'est spoiler. difficile. En fait, de toute façon, le film, les catégories 3 sont quand même pour qui est curieux, même en racontant comment ça finit. En fait, il y a tellement de scènes imprévisibles. Ah, exactement. C'est pas. Là, j'ai parlé de comment ça se termine, mais comment on y arrive à ça, ça c'est Parce qu'il y l'expérience. a il y a d'autres événements avant, une succession d'injustices et en fait l'injustice au cinéma pour moi ça fait partie peut-être de la vraie horreur, enfin pas de la Ouais. vraie horreur, cette sensation d'impuissance, d'énervement et tout. Je trouve ça dur à encaisser et là c'est genre ah mais rien ne lui sera épargné jusqu'à la fin le monde sera un cloaque infâme. C'est l'absence totale d'espoir en fait. Exactement. Le Allons-y. néant. Allons-y, osons aller vers ça. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va creuser dans cette direction. Est-ce qu'il y a un bout à ce tunnel? Ben, on va voir, on va essayer de voir réellement. C'est aussi très suicidaire aussi d'ailleurs. Oui, c'est suicidaire, c'est sacrificiel en fait. Ben, c'est intéressant parce que ça provoque des émotions par lesquelles tu passes pas forcément très souvent devant un film. Il se passe déjà ça dans le film, quelle que soit la qualité de ce qu'on a vu. Effectivement, celui-ci en plus du point de vue esthétique est beaucoup moins, je trouve, soigné que les Trilogy of Lust et beaucoup moins Il est intéressant. beaucoup plus banal, on va Voilà, dire. exactement. Il n'y a pas de. Limite vulgaire, on peut le dire, le mot, je pense on peut le dire, c'est pour ça que c'est un côté aussi comédie nanar, qu'on l'associe à des comédies de bidasse pour le public français, quoi. C'est étrange parce que moi, tu vois, quand je repense au film, je repense à cette fin-là, mais c'est aussi émaillé dans ma tête des tronches que fait Anthony Wong dans le film. C'est aussi, c'est ça qui est troublant, quoi. Petite anecdote perso, du coup, en fait, fut un temps, j'avais une page Facebook de cinéma qui s'appelait Carnage Menu et je faisais des critiques humoristiques de films. À la base, j'étais partie pour faire la petite chronique de ce film-là parce que l'idée, c'est que je faisais des fois des trucs assez connus que j'avais pas aimé pour rigoler, quoi, et d'autres fois, ou de nanar, ou des fois, c'était des films que j'avais vraiment envie, que j'avais aimé, que j'avais envie de faire découvrir. Et celui-ci, en fait, bah, en fait, j'ai pas réussi à me décider à le revoir pour faire parce que je faisais du point par point. En fait, c'était aujourd'hui j'ai vu tel film et j'ai appris plein de choses et je faisais des points. Et là, en fait, j'ai pas réussi. Voilà, j'ai en retiré la page. Mais la dernière photo de profil, c'était Anthony Wong qui montrait ses tétons. Anthony Wong, mine de rien, qui est quand même un très grand acteur, et Mais tu le oui, vois là, malgré la connerie profonde de son personnage et la loufoquerie complète du truc, et le fait que ça détonne complètement dans le reste de l'intrigue, il n'y a pas forcément l'écrin autour pour bien te faire adhérer à cet humour-là, et il peut vite te paraître agaçant, et si toi t'as envie de voir une intrigue policière, si toi t'as envie de te pignoler sur des scènes de cul, ben là forcément ça te fait forcément un peu redescendre les conneries ah c'est sûr, d'Anthony Wong. les grimaces d'Anthony Wong. Voilà. Mais mine de rien, on voit le potentiel de cet acteur et l'implication et le fait que voilà, il est prêt à jouer ça et il le fait. Il l'a fait pour des raisons d'argent, il s'en cache pas, il l'a fait, Oui, il le dit un peu avec un certain cynisme, mais il le fait bien. Il l'a quand voilà. même fait en mode, on peut pas dire, parce que des fois il y a des acteurs qui ont cachetonné et ça se voit qu'ils se font chier, Ouais. qu'ils n'ont rien à foutre d'être là. Bah non, lui, franchement, il Il est dit, bon, impliqué, bah, ouais. quitte à être dans une connerie, je vais mettre les potards à 200%, et ça, j'aime beaucoup. Je me demande même s'il a pas apporté lui-même des choses. On l'a pas un peu laissé faire un peu les conneries. S'il a même pas fait des propositions, mais C'est très c'est tout à fait possible. possible, je pense. Adolescent, pardonne-moi. Une fois sortis de cette vie passagère, je veux que nous soyons enlacés pendant l'éternité. Ne former qu'un seul être, ma bouche collée à ta bouche. Tu sais, je voudrais qu'on reste comme ça toute la vie. Demain a lieu la cérémonie. Ce sera certainement le plus beau jour de notre vie. Tout est prêt. Nous sommes allés acheter les robes ce matin et la répétition cet après-midi a très bien marché. Demain soir, quand je noircirai de nouveau ces pas, je serai une autre femme. On passe à Mais ne nous délivrez pas du mal de Joël Seria, réalisé en 1971. Alors là, on quitte Hong Kong pour retourner en France, pour revenir dans notre bonne vieille France. Avec un côté très terroir, très France profonde. Exactement. Je sais pas dans quel coin c'est tourné, ça doit être vers la Beauce, non? Un truc comme ça, je Aucune sais pas idée. où c'est Alors, tourné. j'avoue que je ne me suis jamais penchée sur la question. Dans la campagne française et de la bourgeoisie française très rance, on va voir, hein, c'est quand même un portrait de la bourgeoisie catholique assez terrible. Est-ce que tu arriverais
faire un pitch de Mais ne nous délivrez pas du mal. Alors, mais ne nous délivre pas du mal, c'est un film qui suit l'amitié entre deux jeunes filles qui sont dans un pensionnat catholique. Anne la brune et Laure la blonde angélique. Anne la brune un petit peu piquante, un peu espiègle, et Laure la blonde angélique. On suit leur amitié, sauf que leur amitié, on va dire, a pris un tournant un petit peu spécial dans ce pensionnat pour jeunes filles catholiques, parce qu'en fait, ces jeunes filles ont décidé, on ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop si c'est avec la lecture de Lauriamont ou si c'est par révolte vis-à-vis de ce qui les entoure. Elles ont décidé de se consacrer à Satan et donc de commettre le mal, de dédier leur vie au mal. Donc au fait, ça commence de manière entre guillemets un petit peu innocente en allant confier des péchés qui sont faux aux prêtres, enfin où aller balancer par exemple le fait d'avoir vu des nonnes s'embrasser sur la bouche pour voir un petit peu la réaction de leur confesseur, ne pas manger les hosties, les mettre de côté, se maquiller en cachette. Anne et Laure au début font des actions assez innocentes, un petit peu puériles on va dire, c'est de jeunes filles qui ont, on imagine, une quinzaine d'années. Ouais, elle dit le bac c'est l'année prochaine, je crois. Ah Donc, oui, oui, voilà, elles voilà, ont doivent être 15-16 ans. dans l'équivalent en première, elles ont 15 ou 16, Ouais. 16. Et en fait, ça va un peu déraper, notamment bah, quand elles vont se heurter aux hommes. Parce que ce sont deux jeunes filles donc, qui vont se mettre à aguicher les hommes, sauf que bah, elles ne réalisent pas trop ce qu'elles font et de la dangerosité de ce que ça peut être. Donc elles vont jouer de leur pouvoir de séduction à leur risque et péril. Et elles vont aussi bah, commettre des actes de plus en plus répréhensibles jusqu'à ce que ça aille trop loin. Ouais, c'est ça, c'est une espèce d'engrenage. Les mauvaises actions des filles montent en puissance au fur et à mesure du film et prennent des proportions de plus en plus grandes jusqu'à ce que ça leur échappe. Alors c'est intéressant que t'aies choisi ce film. Je sais pas toi comment tu l'as découvert. Bah alors, je suis de base extrêmement insomniaque et quand j'étais plus jeune et que je vivais chez mes parents, bah je regardais, je me levais souvent la nuit et ils avaient un bouquet satellite avec plein de films, genre il y avait Cinéfix, Cinéma Frisson. Je ne dormais pas et je regarde, je me dis tiens c'est quoi ce truc Je suis très con, hein, genre j'avais 17 ou 18 ans, je vois un truc interdit aux moins de 16 ans, je me dis ah c'est que ça doit être un peu, je me dis c'est quoi cet obscur film français? Et ça devait passer à 2 ou 3 heures du matin. Bah, je commence à regarder le film, je trouve très charmant et en fait c'est quand il y a une des scènes où le personnage de Laure, qui donc est censé avoir 15 ou 16 ans, qui est blonde aux yeux bleus, la défunte actrice Catherine Wagener, elle avait 20 ans, mais a vraiment un physique Ouais. d'adolescente. Il y a une scène où elle aguiche un homme en baissant sa culotte, et j'étais extrêmement choquée, parce que le film date de plus de 50 ans. Enfin, à l'époque, c'est pas le cas parce que je l'ai vu il y a environ 18 ans, un peu plus, presque 20 ans. Et la scène m'a paru de cette jeune fille qui a vraiment ce physique enfantin qui montre sa vulve et son cul à un mec qui va tenter de la violer. Enfin, c'est d'une brutalité d'un coup, alors que tout se passait, bah, comme je dis, dans un univers, c'est même au-delà de la bourgeoisie, c'est carrément le personnage de Anne, qui est joué par Jeanne Goupil, qui est l'épouse de Joël Seria, et c'est carrément une aristo. Alors que Laure, c'est un peu plus une petite bourgeoise, mais bourgeoise Oui. un peu campagnarde, ils sont un peu plus, ses parents font un peu plus beauf, on va Oui, dire. c'est la fille d'un notable, je sais pas ce qu'il est censé être, voilà, je me rappelle plus ce qu'il est censé être, mais on sent que c'est un notaire, quelqu'un comme ça, ou un haut fonctionnaire, voilà. C'est une très haute bourgeoisie, voire une aristocratie. C'est marrant, t'as dit charmant pour parler du film, et c'est ça Alors qui que est le très cadre, en troublant. fait, il y a la voix de Jeanne Goupil, comme dit Joël Seria. Jeanne Goupil n'est pas actrice hein, à la base. D'ailleurs, on peut pas dire qu'elle joue excellemment bien dans Non. le film. Moi, j'aime beaucoup, je suis complètement amoureuse de cette femme. Elle est artiste peintre. D'ailleurs, en fait, elle joue dans Les Galettes de Pont-Aven. Petite anecdote, c'est les peintures que fait Jean-Pierre Mariel dans le film. En fait, ce sont ses toiles à elle. C'est une artiste peintre et en fait, Joël Seria la fréquentait et il trouvait que c'était amusant parce qu'elle parle, ses phrases, elle finissait par le haut. Hmm. Elle joue pas juste, mais elle s'en fout. Et il trouvait qu'elle a quand même, je trouve qu'elle a vraiment un charme magnétique. Et quand je dis charmant, parce que bah, les deux jeunes filles sont très mignonnes, alors que ce sont des pestes, et même plus que ça par la suite. Mais le cadre du film, c'est la campagne ensoleillée. Elles font des longues balades à vélo. Il y a une musique qui est très douce, une espèce de charme bucolique en fait. Mais complètement. On a l'impression de voir un film d'Éric Rohmer, en fait, d'une certaine façon, qui serait, comment dire, contaminé par du satanisme, en fait, mais on a l'impression qu'on est dans le cadre d'un cinéma français très classe, très sage, quoi, très propre sur lui. Il y a quelque chose de Rohmerien, en plus, avec le jeu un peu étrange. Et je trouve que leur amitié
l'amitié qui frôle, enfin même qui touche l'amour, est assez touchante. On sent qu'il y a une profonde solitude chez les deux jeunes filles, notamment une scène où elle se confesse à quelqu'un en disant est-ce que vous aimez vos enfants? À un homme, il fait Mm. mais bien évidemment. Et elle disait ah parce que nous, nos parents ne nous aiment pas. Mais elles disent ça et c'est affreux, c'est épouvantable. Alors qu'en soi, elles ont l'air d'avoir une famille complètement normale. Mais elles ressentent, en fait, il y a un sentiment de solitude absolue qu'elles comblent entre elles, de manière pas forcément, entre guillemets, saine. Bon, déjà, outre le fait d'offrir son âme à Satan, on sent tout de suite que le personnage d'Anne, enfin, en tout Oui. cas, moi, c'est comme ça que je trouve que Oui. Anne, elle prend Elle a beaucoup l'ascendant, oui. d'initiative. Il y a l'ascendant parce qu'elle est de la très haute bourgeoisie, voire aristocratie. C'est un petit peu la brune vénéneuse qui pervertit un peu la blonde angélique. Même si on va dire elles sont à peu près au même niveau de dépravation. Mais oui, c'est. Je trouve ce film très envoûtant. Alors, je sais pas si tu connais Alucarda, qui est un film mexicain de 78. Je connais que de nom. Qui part du même postulat en fait. Ce sont deux jeunes filles dans un pensionnat de bonnes sœurs au Mexique et l'une des deux est, je sais pas si elle est vraiment sataniste, en tout cas elle sort du dogme catholique pour épouser une espèce de culture un peu paganiste, plutôt on va dire profane et elle va être jugée comme si on était en pleine inquisition alors je crois qu'on est à la fin du 19e siècle et elle entraîne avec elle sa camarade de chambre. C'est vraiment la même, presque la même histoire, ça pourrait être une sorte de remake d'une certaine façon. T'invite à le voir parce que c'est un film qui est très étrange parce que on dirait du théâtre filmé ou des feuilletons télé filmés en direct à l'époque de l'ORTF dans les années 70, tu sais. Donc c'est très étrange parce que c'est un film, on est dans du fantastique avec des imageries et en même temps il y a une espèce de filtre par-dessus comme ça. Je me demande si c'est pas tourné en vidéo déjà à l'époque, mais la vidéo de l'époque, il y a un truc esthétique très bizarre dans ce film. C'est le traitement de la même histoire mais de manière beaucoup plus explicite dans le fantastique, beaucoup plus frontal et la confrontation d'une ambiance catholique très sage et des codes esthétiques du catholicisme avec quelque chose qui est plus satanique ou de la sorcellerie ou des choses maléfiques, on va dire. Là, ce qui est intéressant, c'est que ce film-là, finalement, il est contaminé par le mal, mais à pas feutrer, quoi, vraiment. C'est-à-dire qu'il Il reste n'y a dans pas de ton dimension écrin. fantastique. Non, C'est d'abord, il n'y a pas de dimension fantastique. Et puis, l'écrin du film, finalement, on reste, comme je disais, on a l'impression qu'on est dans un film d'Éric Rohmer. La musique de Dominique Ray et Claude Germain avec des voix féminines très douces comme ça qui accompagnent le truc. Des longs moments de silence, des longs moments de lenteur dans cette ambiance d'été, cette atmosphère estivale où on est un peu assommé par la chaleur, par l'ennui, voilà. Et finalement, le film va pas forcément prendre des aspects très explicites, très violents pour installer le mal. Ça avance de manière très très sournoise, très insidieuse, et c'est d'autant plus perturbant, tu vois. Alucarda, c'est un film finalement, tu peux le voir comme un film fantastique, tu peux même le voir d'une certaine façon comme un film d'exploitation. Tu vas être beaucoup moins affecté par tout ce décorum. un peu artificiel, le Voilà, côté le décor exactement. en plateau. Mais là, parce que la force de trois poils plus bien ou d'un téton, on entreaperçoit aussi un téton, il me semble, dans ce cadre-là, cette image, ce rythme, tu l'associes à quelque chose qui est beaucoup plus sage esthétiquement, et donc c'est beaucoup plus perturbant quand ça survient dans ce Voilà, il cinéma-là. y a cette scène où elle essaye de séduire, entre guillemets, un garçon de ferme assez rustre, assez violent et assez costaud, en écartant les jambes et en montant sa petite culotte blanche. J'avais trouvé ça très dérangeant quand je l'avais vu, ouais, à 17 ans. Et puis il y a surtout ce moment-là dans le film est très perturbant parce qu'on est encore dans un moment où leurs mauvaises actions, elles sont encore très sages. Là, tu pourrais presque être dans une petite comédie adolescente en fait. Elles sont encore à faire des trucs qui Voilà, sont c'est des petites pestouilles qui juste exactement. dorment ensemble, se On maquillent est en tête. on est avant qu'elle tue l'oiseau, le petit Voilà, oiseau. l'oiseau, là, déjà, en fait, il va y avoir un point de pétage de plomb, on va dire, parce que il y a les vacances. Bah, du coup, Laure doit partir avec ses parents et Anne se retrouve toute seule. Et en fait, dès qu'elles sont pas ensemble, on sent qu'il n'y a pas la même énergie. Et donc, il y a une scène où, effectivement, Anne... En fait, au début, elle tue des oiseaux. Elles avaient tué des oiseaux au début du film. Celui je crois, du palefrenier ou je ne sais plus, d'un homme un peu simplet. Mais elles étaient deux. Et il y a une scène où Anne en tue un. Elle est toute seule. Première chose qu'elle va faire, c'est d'aller éclater en sanglots à la confesse. Parce qu'en fait, on sent le poids de la culpabilité dès qu'elle est toute seule. Si elles ne sont pas ensemble, ça ne va pas. En fait, elles tirent leur force, non pas de Satan, mais vraiment de leur amitié. Et dès qu'elles sont pas ensemble, Mais oui, il n'y a même pas de plaisir, en fait, à faire le mal. ouais, mais d'ailleurs, Et finalement, le côté sataniste du film, on pourrait presque l'éluder. En fait, c'est l'histoire d'une relation fusionnelle et toxique et jusqu'au boutiste. Mais en fait, on pourrait presque supprimer les scènes qui font référence à une espèce de contre-culture catholique. En fait, elles là, reprennent les rites catholiques pour les détourner, pour les parodier. Mais en fait, tu pourrais presque mettre ça de côté et raconter juste une histoire d'amitié fusionnelle, comme on a Créature céleste de Peter Jackson ou des films comme ça construits sur ces histoires-là, surtout quand ce sont des jeunes filles, des adolescentes ou des enfants,
il y a toujours cette force de l'amitié comme ça qui semble passer avant tout en fait pour elle et qui en même temps paraît très cruelle à vivre parce que en fait elles savent pas quoi en faire, c'est-à-dire que il n'y a pas d'expression charnelle de ça. Elles dorment ensemble, elles lisent ensemble dans un lit, mais elles vont pas l'exprimer par une relation lesbienne explicite. Elles peuvent pas en faire grand-chose de cette relation. Elles sont à un âge où elles ont la vie devant elles, elles vont changer, elles seront plus les mêmes, donc elles stagnent dans cette adolescence où on s'ennuie. Et en même temps, elles savent que il y a une durée limitée à tout ça, tu vois. Donc finalement, c'est ça qui est cruel, c'est que cette grande histoire d'amour entre elles, d'amour et d'amitié entre elles, finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire? Et c'est pour ça que ça a une issue tragique. Et finalement, le satanisme autour de ça, c'est un décorum, c'est une plaisanterie de plus dans leur vie, mais c'est pas si sérieux que ça, Voilà, finalement. parce qu'elles sont pas, il n'y a pas de dévotion, Non. plus que ça. C'est pas un film black metal, on va dire. En fait, c'est vraiment, ah ouais, on nous enseigne ça, ben non, on va faire l'inverse. C'est Exactement. vraiment la quintessence de la rébellion adolescente. Puis aussi, bon, on va dire pour le choix de cet angle, tout simplement parce que Joël Seria a beaucoup souffert de son éducation catholique et qu'en fait, il avait voulu bouffer du Oui. curé. Moi, je trouve que la scène où elle décide de renoncer officiellement à Dieu pour se consacrer à Satan, en plus en mettant dans la confidence le serviteur béné de la famille Mm. d'Anne, c'est assez sadique parce que le pauvre homme, il peut rien dire, il est muet, il est obligé de suivre ce que lui dit sa jeune maîtresse. Mais il y a quelque chose d'assez onirique parce que ça se passe la nuit. Il y a un érotisme un peu trouble aussi avec elles sont nues sous leur robe blanche. Le domestique béné qui au fond est choqué de ce qu'elles font. À un moment, il essaye d'en choper une, il lui lèche le mollet, quoi. C'est assez. Il y a quelque chose d'un peu dégoûtant quand même. Oui, c'est ça qui est troublant dans le film, c'est que jusqu'à la fin, pour le coup, on est sur une représentation, en tout cas du mal, qui est très insidieuse. Voilà, on va pas avoir un poulet décapité, on va pas avoir un bouc sacrifié, enfin une espèce d'imagerie satanique très Au folklorique. fond, d'ailleurs, le mal qui va causer leur perte, en soi, c'est pas de De leur la faute. légitime défense, d'une certaine C'est qu'en façon. fait, c'est de la légitime défense. C'est qu'elles ont voulu, elles ont fait mine d'aider un autostoppeur qui, en fait, va essayer de les violer, quoi. Enfin, Voilà, exactement. et alors que c'est un père de famille tout à fait respectable, Alors qui est ça, une c'est petite très voiture. troublant, ça, je trouve d'ailleurs, justement, parce que c'est Bernard Desrand, un grand acteur de doublage, qui l'ajoute comme ça très classe, et d'un coup, Ça pète les devient plombs. une bête. Exactement. Et il y a du coup ce discours sur l'hypocrisie parce que elles se Exactement, ouais. détestent, mais bon, elles sont quand même entourées de connards. Exactement. Et du coup, même s'ils sont, entre guillemets, bon, pas spécialement de bonnes personnes, ça reste des esprits en construction. Et la scène de fin, qu'on va éviter de spoiler, mais par exemple, elle cite du Edgar Poe, ce qui est quand même pas très catholique. Les gens les applaudissent. Ils ne comprennent même pas. Même pas. Ouais. C'est juste, il y a des vers, ça rime. Elles ont des petites robes roses. Ils ne Mais oui, c'est comprennent pas. classe, Et c'est même classe. quand il y a on va dire le bouquet final, et là pour le coup c'est un peu littéral, ils applaudissent alors que c'est évident. Enfin, on se dit, mais ces jeunes filles sont entourées de cons. Mais oui. Leurs parents sont cons. Ils sont tellement sur l'hypocrisie, sur de la façade, sur du paraître que ah bah c'est classe ces jeunes filles, elles parlent bien, elles lisent Lautréamont, elles citent un poème des Fleurs du Mal, ah bah oui c'est des jeunes filles bien lettrées, bien propres sur elles ont bien appris leur récitation. Des parents qui ne connaissent pas leur enfant. Voilà. Puis on voit, ils sont pas froids avec elles, les parents respectifs. Ils me demandent comment ça se passe à l'école et tout. Ouais. Mais ils s'intéressent pas à leur fille. Le père lit le journal, ils sont hyper éloignés l'un de l'autre. Elle, du coup, caresse un chaton de manière assez agressive. Le pauvre petit chaton va se mettre à feuler. Elles s'ennuient, elles sont dans des familles où elles peuvent pas s'épanouir. Elles sont dans un pensionnat où elles s'ennuient à mourir. Donc c'est chercher une échappatoire. Et c'est ça que j'avais trouvé aussi touchant. Puis elles sont isolées aussi parce qu'elles sont en pleine campagne, on, Ouais, elles on sont devine. isolées géographiquement, c'est qu'il Ouais, n'y a rien à faire. il n'y a rien C'est à pour ça faire. quand Laure part en vacances, Anne, ben, elle a absolument, en fait, elle a pas d'amis. En fait, je crois même que ses parents sont carrément absents. Oui, ils lui ont laissé la maison pour elle Il toute a, seule. Elle a pas il a, d'amis. Il y a il a, rien, il y a pas âme qui vive. Elle est C'est seule seul. pendant un mois entier, je crois. Ouais, Ouais. je crois que c'est pendant les vacances d'été. Et en Ouais. fait, c'est à part se balader à vélo et relever le courrier pour voir si Laure lui a écrit. Enfin, il n'y a rien à faire. C'est aussi un film sur l'ennui, je trouvais. Oui, c'est ça. Bah oui, La c'est vrai que solitude, l'ennui. comment ça te fait faire des conneries, ça te fait faire n'importe quoi par curiosité. Est-ce que ça aurait été différent si ça avait été des garçons? Mais là, voilà, c'est les filles, il faut qu'elles soient dans le rang. Elles ont vraiment pas de vie intéressante, ni épanouissante. Donc c'est elles qui essayent de mettre. En fait, c'est leur manière de vivre, littéralement de s'amuser, d'exister. Et alors, ce qui est Et même intéressant, pas au Dieu du monde, mais juste pour elles-mêmes. exactement. Et ce qui est intéressant en plus, c'est que tu te demandes dans le film si les choses auraient pu prendre une autre tournure. À plein de moments dans le film, tu te dis, mais en fait là, si on les écoutait, on ne serait pas allé jusqu'à cette situation extrême qu'il y a à la fin du film, dans le dernier quart d'heure, avec cette tentative de viol et la fin tragique sur laquelle se termine le film. Tu te dis, mais en fait là, on les aurait écoutés, on les aurait regardés, on aurait répondu à leurs appels au secours d'une certaine façon. On n'en serait pas arrivé là. C'est-à-dire que finalement, tu vois, quand elle parle à l'aumônier, quand elle demande à se confesser à l'aumônier, alors elle lui raconte peut-être des conneries, elle fait peut-être ça aussi pour s'amuser
s'amuser du cérémonial de la confession chrétienne, elle tourne en dérision les rites chrétiens, mais elle se confesse quand même en pleine nuit. T'as regardé par le trou de la serrure, t'as vu deux bonnes sœurs en train de s'embrasser, mais tu l'as fait pourquoi? Tu l'as fait... Alors là, tu te Je me demandes... demande si elle a ressenti du plaisir. Voilà. Bon, alors lui, il est creepy quand même, hein. Mais elle répond, non, je l'ai fait par curiosité. Et d'une certaine façon, tu te dis, mais là, peut-être que c'est réellement sincère aussi, tu vois ce que je veux dire? Ce qu'elle fait, elle le fait aussi par curiosité vis-à-vis de la mort, vis-à-vis des interdits. Elle veut voir comment même si elles sont extrêmement cruelles quand elles tuent les oiseaux du domestique simplet, elles veulent le voir pleurer, elles veulent qu'il se passe quelque chose, elles veulent susciter Exactement. des réactions, des émotions. Il y a plein de fois dans le film où tu te dis, mais les adultes sont tellement cons quand le mec vient la Et notamment chercher. les hommes, elles ne maîtrisent pas du tout, elles ne comprennent pas du tout, elles ont une innocence absolue sur ce que sont les hommes adultes. Ouais. Parce qu'elles fréquentent pas de garçons, pas d'ados, il n'y a pas un seul adolescent dans le film et tout. Et donc les seuls hommes qu'il y a, ce sont des mecs de 30 à 60 ans. Les adultes seraient responsables. T'as plein de moments dans le film où tu te dis, mais là, Elles devraient en parler aux parents, enfin, il ouais. s'est passé quelque chose. Elle tue le petit oiseau est mort. Alors effectivement, il est muet, il est simplet, mais s'il soupçonnait clairement Anne, il pourrait se défendre. Bon, c'est vrai que c'est un personnage qui a une assise sociale, Anne, importante, mais tu vois, quand le garde champêtre ou je sais plus, un autre domestique vient lui dire, vous avez vu ce qui s'est passé dans votre local, il a été mis à sac, et bah vous en parlez pas à mes parents, et il en parle pas aux parents. Tout le monde lui passe des choses et devrait à un moment la recadrer pour son bien à elle aussi, tu vois. Et en Il y a fait, pas du tout les gens n'ont pas de tendresse pour elle, en fait. et le personnage de l'autostoppeur à la fin, en fait, t'as peur pour lui dans cette scène pendant toute une partie du film. Je sais pas si pour toi c'est le cas, mais moi je me suis dit, mais moi jamais je vais dans le château avec ces deux filles. Elles me font grave flipper, quoi. Là, ça va virer film d'horreur. À un moment, moi, au début, Pour lui, la première fois que j'ai vu le film, je pensais ça. et de son point de vue à lui, et tu te dis, t'as peur pour lui presque, et tu vois dans ses regards où est-ce que je suis tombé. Et peut-être que, tu vois, si tu parles correctement à une jeune fille, toute comtesse, petite comtesse est-elle, tu vois, il y a un moment, tu mets des limites, et où justement, t'essaies de lui parler, et tu vois, tu peux lui tendre la main, tu peux faire quelque chose. Et à un moment, tu crois presque que c'est lui qui est en danger, et que pour se défendre, il va essayer de rappeler aux jeunes filles qu'il y a quelque chose de bon en elle, tu vois. Et le fait qu'il ait cette réaction immonde et très soudaine dans le film, tu te dis, c'est une pente directe vers le mal, cette histoire. C'est terminé, quoi, tu vois. Il a cette réaction que je pense énormément d'hommes auraient. Et Même oui, et je suis d'accord Et en avec fait, toi. c'est parce qu'il y a plein de gens, ben voilà, c'est le rappel, c'est que, ok, c'est deux petites pestes, deux petites connes, tout ce qu'on veut. Putain, mais le monde autour, il est pas mieux, hein. Les adultes qui devraient les protéger, ou du moins ne pas leur faire de mal, sont en fait des criminels en puissance, sont ou négligents, ou salauds, ou Irresponsable, je dirais. indifférents. Elles pouvaient pas pousser, c'était pas un bon terreau pour pousser et s'épanouir. Quand ce jeune homme rentra chez lui, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il prit à deux mains son vieux crâne. qui de science était un puits, Crâne, riche crâne, entends-tu la folie qui plane? et qui demande le cordon, Digadonden, digadonden, et qui demande le cordon. digadonden, digadondon. Quand ce jeune homme rentra chez lui, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il entendit de tristes gammes. qu'un piano pleurait dans la nuit. Gamme, Vieille gamme. ensemble enfants nous vous cherchâmes. Son mari m'a fermé sa maison. Digue-donden, digue-donden, Son mari m'a fermé sa maison. digue-donden, digue-dondon. Quand ce jeune homme rentra chez lui, Quand ce jeune homme rentra chez lui, il mit le nez dans sa belle âme. où fermentaient des tas d'ennuis. Âme, Ma belle âme, leur huile est trop sale pour ta flamme. puis nuit partout leur à quoi bon, Digadonden, digadonden, puis nuit partout leur à quoi bon. digadonden, digadondon. Lors ce jeune homme aux tels ennuis Lors ce jeune homme aux tels ennuis, alla décrocher une lame. qu'on lui avait fait cadeau avec l'étui. Lame, Fine lame, soyez plus droite que la femme. et vous mon Dieu, pardon, pardon. Digadonden, digadonden, Et vous mon Dieu, pardon, pardon. digadonden, digadondon. Quand les croque-morts vinrent chez lui, Quand les croque-morts vinrent chez lui, ils virent que c'était une belle âme. comme on n'en fait plus aujourd'hui. Âme, Dors, belle âme. quand on est mort c'est pour de bon. Digadonden, digadonden, Quand on est mort c'est pour de bon. digadonden, digadondon.